20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Première partie. Chapitre 1. Un écueil fuyant. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public, à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines militaires de tout pays et, après eux, les gouvernements des divers États des deux continents se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur la mer avec une chose énorme. Un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres de bord, s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question, la vitesse inouïe de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait doué. Si c'était un cétacé, il surpassait en volume tout ce que la science avait classé jusqu'alors. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni Monsieur Duménil, ni Monsieur de Quatrefages n'eussent admis l'existence d'un tel monstre, à moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vu de leurs propres yeux de savants. À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de 200 pieds et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d'1 mile et long de 3, on pouvait affirmer, cependant, que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ichthyologistes, s'il existait toutefois. Or, il existait, le fait en lui-même n'était plus niable, et avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quant à la rejeter, au rang des fables, il fallait y renoncer. En effet, le 20 juillet 1866, le steamer Governor Higginson de Calcutta and Bunnock Steam Navigation Company avait rencontré cette masse mouvante à 5 miles dans l'est des côtes de l'Australie. Le capitaine Baker se crut, tout d'abord, en présence d'un écueil inconnu. Il se disposait même à en déterminer la situation exacte quand 2 colonnes d'eau, projetées par l'inexplicable objet, s'élancèrent en sifflant à 150 pieds dans l'air. Donc, à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un geyser, le Governor Higginson avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques, inconnus jusque-là, qui rejetaient par ces évents des colonnes d'eau mélangées d'air et de vapeur. Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année dans les mers du Pacifique par le Cristobal Colon de West Indian and Pacific Steam Navigation Company. Donc, ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante, puisqu'à 3 jours d'intervalle, le gouverneur Higginson et le Cristobal Colon l'avaient observé en 2 points de la carte séparés par une distance de plus de 700 lieues marines. 15 jours plus tard, à 2000 lieues de là, l'Helvetia de la Compagnie nationale et le Shannon du Royal Mail, marchant à contre-bord dans cette portion de l'Atlantique comprise entre les États-Unis et l'Europe, se signalèrent respectivement le monstre par 42 degrés 15 minutes de latitude nord et 60 degrés 35 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. Dans cette observation simultanée, on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais, puisque le Shannon et l'Helvetia étaient de dimensions inférieures à lui, bien qu'il mesurât 100 mètres de l'étrave à l'étambot. Or, les plus vastes baleines, celles qui fréquentent les parages de l'île aléoutienne, le Coulamac et l'Ungulik, n'ont jamais dépassé la longueur de 56 mètres, si même elles l'atteignent. Ces rapports arrivaient coup sur coup, de nouvelles observations faites à bord du transatlantique le Pereire, un abordage entre l'Etna, de la ligne Inman et le monstre, un procès-verbal dressé par les officiers de la frégate française de la Normandie, un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du Commodore Fitz-James à bord du Lord Clyde émurent profondément l'opinion publique. Dans les pays d'humeur légère, on plaisanta le phénomène, mais les pays graves et pratiques
L'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne s'en préoccupèrent vivement. Partout dans les grands centres, le monstre devint à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua sur les théâtres. Les canards eurent là une belle occasion de pondre des œufs de toutes couleurs. On vit réapparaître dans les journaux, à court de copies, tous les êtres imaginaires et gigantesques depuis la baleine blanche, le terrible Moby Dick, des régions hyperboréennes jusqu'au kraken démesuré dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan. On reproduisit même les procès-verbaux des temps anciens, les opinions d'Aristote et de Pline qui admettaient l'existence de ce monstre, puis les récits norvégiens de l'évêque Pontoppidan, les relations de Paul Hetch et enfin les rapports de M. Harrington, dont la bonne foi ne peut être soupçonnée quand il affirme avoir vu, étant à bord du Castillon en 1857, cet énorme serpent qui n'avait jamais fréquenté jusqu'alors que les mers de l'ancien constitutionnel. Alors éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques. La question du monstre enflamma les esprits. Les journalistes qui font profession de science, en lutte avec ceux qui font profession d'esprit, versèrent des flots d'encre pendant cette mémorable campagne. Quelques-uns même, 2 ou 3 gouttes de sang, car du serpent de mer, ils en vinrent aux personnalités les plus offensantes. Pendant les premiers mois de l'année 1867, la question parut être enterrée et elle ne semblait pas devoir renaître quand de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public. Il ne s'agit plus alors d'un problème scientifique à résoudre, mais bien d'un danger réel, sérieux, à éviter. La question prit une toute autre face. Le monstre devint îlot, rocher, écueil, mais écueil fuyant, indéterminable, insaisissable. Le 5 mars 1867, le Moravian de Montreal Ocean Company, se trouvant pendant la nuit par 27,30 de latitude et 72,15 de longitude, heurta de sa hanche de tribord un roc qu'aucune carte ne marquait dans ces parages. Sous l'effort combiné du vent et de ses 400 chevaux vapeur, il marchait à la vitesse de 13 nœuds. Nul doute que, sans la qualité supérieure de sa coque, le Moravian, ouvert au choc, ne se fût englouti avec les 237 passagers qu'il ramenait du Canada. L'accident était arrivé vers 5 heures du matin, lorsque le jour commençait à poindre. Les officiers de quart se précipitèrent à l'arrière du bâtiment. Ils examinèrent l'océan avec la plus scrupuleuse attention. Ils ne virent rien, si ce n'est un fort remous qui brisait à 3 encablures, comme si les nappes liquides eussent été violemment battues. Le relèvement du lieu fut exactement pris et le Moravian continua sa route sans avarie apparente. Avait-il heurté une roche sous-marine ou quelque énorme épave d'un naufrage? On ne put le savoir. Mais, examen fait de sa carène dans les bassins de Radoub, il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. Ce fait, extrêmement grave en lui-même, eût peut-être été oublié comme tant d'autres, si 3 semaines après, il ne se fût reproduit dans ces conditions identiques. Seulement, grâce à la nationalité du navire victime de ce nouvel abordage, grâce à la réputation de la compagnie à laquelle ce navire appartenait, l'événement eut un retentissement immense. Depuis 26 ans, les navires Cunard ont traversé 2000 fois l'Atlantique et jamais un voyage n'a été manqué, jamais un retard n'a eu lieu, jamais ni une lettre, ni un homme, ni un bâtiment n'ont été perdus. Aussi, les passagers choisissent-ils encore, malgré la concurrence puissante que lui fait la France, la ligne Cunard de préférence à toute autre, ainsi qu'il appert d'un relevé fait sur les documents officiels des dernières années. Ceci dit, personne ne s'étonnera du retentissement que provoqua l'accident arrivé à l'un de ses plus beaux steamers. Le 13 avril 1867, la mer étant belle, la brise maniable, le Scotia se trouvait par 15,12 de longitude et 45,37 de latitude. Il marchait avec une vitesse de 13 nœuds, 43 centièmes sous la poussée de ses 1000 chevaux vapeur. Ses roues battaient la mer avec une régularité parfaite. Son tirant d'eau était alors de 6,70 m et son déplacement de 6624 mètres cubes. À 4h17 du soir,
Pendant le lunch des passagers réunis dans le grand salon, un choc peu sensible, en somme, se produisit sur la coque du Scotia par sa hanche et un peu en arrière de la roue du bâbord. Le Scotia n'avait pas heurté, il avait été heurté, et plutôt par un instrument tranchant ou perforant que contondant. L'abordage avait semblé si léger que personne ne s'en fut inquiété à bord, sans le cri des caliers qui remontèrent sur le pont en s'écriant « Nous coulons! Nous coulons !» Tout d'abord, les passagers furent très effrayés, mais le capitaine Anderson se hâta de les rassurer. En effet, le danger ne pouvait être imminent. Le Scotia, divisé en 7 compartiments par des cloisons étanches, devait braver impunément une voie d'eau. Le capitaine Anderson se rendit immédiatement dans la cale. Il reconnut que le 5e compartiment avait été envahi par la mer et la rapidité de l'envahissement prouvait que la voie d'eau était considérable. Fort heureusement, ce compartiment ne renfermait pas les chaudières, car les feux se fussent subitement éteints. Le capitaine Anderson fit stopper immédiatement, et l'un des matelots plongea pour reconnaître l'avarie. Quelques instants après, on constatait l'existence d'un trou large de 2 mètres dans la carène du steamer. Une telle voie d'eau ne pouvait être aveuglée, et le Scotia, ses roues à demi noyées, dut continuer ainsi son voyage. Il se trouvait alors à 300 milles du Cap Clear. Et après 3 jours d'un retard qui inquiéta vivement Liverpool, il entra dans les bassins de la compagnie. Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia, qui fut mis en cale sèche. Ils ne purent en croire leurs yeux. À 2,5 mètres au-dessous de la flottaison, s'ouvrait une déchirure régulière en forme de triangle isocèle. La cassure de la tôle était d'une netteté parfaite, et elle n'eût pas été frappée plus sûrement à l'emporte-pièce. Il fallait donc que l'outil perforant qu'il avait produite fût d'une trempe peu commune, et après avoir été lancé avec une force prodigieuse, ayant ainsi percé une tôle de 4 cm, il avait dû se retirer de lui-même par un mouvement rétrograde et vraiment inexplicable. Tel était ce dernier fait, qui eut pour résultat de passionner à nouveau l'opinion publique. Depuis ce moment, en effet, les sinistres maritimes qui n'avaient pas de cause déterminée furent mis sur le compte du monstre. Ce fantastique animal endossa la responsabilité de tous ces naufrages, dont le nombre est malheureusement considérable. Car sur 3000 navires, dont la perte est annuellement relevée au Bureau Veritas, le chiffre des navires à vapeur ou à voile, supposés perdus corps et biens par suite d'absence de nouvelles, ne s'élève pas à moins de 200. Or, ce fut le monstre qui, justement ou injustement, fut accusé de leur disparition. Et, grâce à lui, les communications entre les divers continents devenaient de plus en plus dangereuses. Le public se déclara et demanda catégoriquement que les mers fussent enfin débarrassées et à tout prix de ce formidable cétacé. Chapitre 2. Le pour et le contre. À l'époque où ces événements se produisirent, je revenais d'une exploration scientifique entreprise dans les mauvaises terres du Nebraska, aux États-Unis. En ma qualité de professeur suppléant au Muséum d'histoire naturelle de Paris, le gouvernement français m'avait joint à cette expédition. Après 6 mois passés dans le Nebraska, chargé de précieuses collections, j'arrivais à New York vers la fin de mars. Mon départ pour la France était fixé au 1er jour de mai. Je m'occupais donc, en attendant, de classer mes richesses minéralogiques, botaniques et zoologiques, quand arriva l'incident du Scotia. J'étais parfaitement au courant de la question à l'ordre du jour, et comment ne l'aurais-je pas été ? J'avais lu et relu tous les journaux américains et européens sans être plus avancé. Ce mystère m'intriguait. Dans l'impossibilité de me former une opinion, je flottais d'un extrême à l'autre. Qu'il y eût quelque chose, cela ne pouvait être douteux, et les incrédules étaient invités à mettre le doigt sur la plaie du Scotia. À mon arrivée à New York, la question brûlait. L'hypothèse de l'îlot flottant, de l'écueil insaisissable, soutenu par quelques esprits peu compétents, était absolument abandonnée. Et, en effet,
À moins que cet écueil n'eût une machine dans le ventre, comment pouvait-il se déplacer avec une rapidité si prodigieuse ? De même fut repoussée l'existence d'une coque flottante, d'une énorme épave, et toujours à cause de la rapidité du déplacement. Restaient donc deux solutions possibles de la question, qui créaient deux clans très distincts de partisans. D'un côté, ceux qui tenaient pour un monstre d'une force colossale, de l'autre, ceux qui tenaient pour un bateau sous-marin d'une extrême puissance motrice. Or, cette dernière hypothèse, admissible après tout, ne put résister aux enquêtes qui furent poursuivies dans les deux mondes. Qu'un simple particulier eût à sa disposition un tel engin mécanique, c'était peu probable. Où et quand l'eût-il fait construire, et comment aurait-il tenu cette construction secrète ? Seul un gouvernement pouvait posséder une pareille machine destructive et, en ces temps désastreux où l'homme s'ingénie à multiplier la puissance des armes de guerre, il était possible qu'un État essayât à l'insu des autres ce formidable engin. Après les chasse-peaux, les torpilles, les béliers sous-marins, puis la réaction. Du moins, je l'espère. Donc, après enquêtes faites en Angleterre, en France, en Russie, en Prusse, en Espagne, en Italie, en Amérique, voire même en Turquie, l'hypothèse d'un moniteur sous-marin fut définitivement rejetée. Le monstre revint donc à flot, en dépit des incessantes plaisanteries dont le lardait la petite presse, et dans cette voie, les imaginations se laissèrent bientôt aller aux plus absurdes rêveries d'une étiologie fantastique. À mon arrivée à New York, plusieurs personnes m'avaient fait l'honneur de me consulter sur le phénomène en question. J'avais publié en France un ouvrage in quarto en 2 volumes intitulé « Les mystères des grands fonds sous-marins ». Ce livre, particulièrement goûté du monde savant, faisait de moi un spécialiste dans cette partie assez obscure de l'histoire naturelle. Mon avis fut demandé. Tant que je pus nier du fait, je me renfermais dans une absolue négation. Mais bientôt, collé au mur, je dus m'expliquer catégoriquement. Et même l'honorable Pierre Aronnax, professeur au Muséum de Paris, fut mis en demeure par le New York Herald de formuler une opinion quelconque. Je m'exécutais. Je parlais faute de pouvoir me taire. Je discutais la question sous toutes ses faces, politiquement et scientifiquement. Et je donne ici un extrait d'un article très nourri que je publiais dans le numéro du 30 avril. Ainsi donc, disais-je, après avoir examiné une à une les diverses hypothèses, toute autre supposition étant rejetée, il faut nécessairement admettre l'existence d'un animal marin d'une puissance excessive. Les grandes profondeurs de l'océan nous sont totalement inconnues. La sonde n'a su les atteindre. Que se passe-t-il dans ces abîmes reculés ? Quels êtres habitent et peuvent habiter à 12 ou 15 000 au-dessous de la surface des eaux? Quel est l'organisme de ces animaux? On saurait à peine le conjecturer. Cependant, la solution du problème qui m'est soumis peut affecter la forme du dilemme. Ou nous connaissons toutes les variétés d'êtres qui peuplent notre planète, ou nous ne les connaissons pas. Si nous ne les connaissons pas toutes, si la nature a encore des secrets pour nous en ichtyologie, rien de plus acceptable que d'admettre l'existence de poissons ou de cétacés, d'espèces ou même de genres nouveaux, d'une organisation essentiellement fondrière, qui habite les couches inaccessibles à la sonde, et qu'un événement quelconque, une fantaisie, un caprice si l'on veut, ramène à de longs intervalles vers le niveau supérieur de l'océan. Si, au contraire, nous connaissons toutes les espèces vivantes, il faut nécessairement chercher l'animal en question parmi les êtres marins déjà catalogués. Et dans ce cas, je serai disposé à admettre l'existence d'un narval géant.
Le narval vulgaire ou licorne de mer atteint souvent une longueur de 60 pieds. Quintuplé, décuplé même cette dimension, donnez à ce cétacé une force proportionnelle à sa taille. Accroissez ses armes offensives et vous obtenez l'animal voulu. Il aura les proportions déterminées par les officiers de Shannon, l'instrument exigé par la perforation du Scotia et la puissance nécessaire pour entamer la coque d'un steamer. En effet, le narval est armé d'une sorte d'épée d'ivoire, d'une hallebarde, suivant l'expression de certains naturalistes. C'est une dent principale qui a la dureté de l'acier. On a trouvé quelques-unes de ces dents implantées dans le corps des baleines que le narval attaque toujours avec succès. D'autres ont été arrachées, non sans peine, de carènes de vaisseaux qu'elles avaient percées d'outre en outre, comme un forêt perce un tonneau. Le musée de la faculté de médecine de Paris possède une de ces défenses longue de 2 mètres 25 cm et large de 48 cm à sa base. Eh bien, supposez l'arme 10 fois plus forte et l'animal 10 fois plus puissant. Lancez-le avec une rapidité de 20 000 à l'heure, multipliez sa masse par sa vitesse et vous obtenez un choc capable de produire la catastrophe demandée. Donc, jusqu'à plus amples informations, j'opinerais pour une licorne de mer, de dimension colossale, armée non plus d'une hallebarde, mais d'un véritable éperon, comme les frégates cuirassées ou les rames de guerre, dont elle aurait à la fois la masse et la puissance motrice. Ainsi s'expliquerait ce phénomène inexplicable, à moins qu'il n'y ait rien, en dépit de ce qu'on a entrevu, vu, senti et ressenti, ce qui est encore possible. Ces derniers mots étaient une lâcheté de ma part, mais je voulais jusqu'à un certain point couvrir ma dignité de professeur et ne pas trop prêter à rire aux Américains qui rient bien quand ils rient. Je me réservais une échappatoire. Au fond, j'admettais l'existence du monstre. Mon article fut chaudement discuté, ce qui lui valut un grand retentissement. Il rallia un certain nombre de partisans. La solution qu'il proposait, d'ailleurs, laissait libre carrière à l'imagination. L'esprit humain se plaît à ces conceptions grandioses d'êtres surnaturels. Or, la mer est précisément leur meilleur véhicule, le seul milieu où ces géants près desquels les animaux terrestres, éléphants ou rhinocéros, ne sont que des nains, puissent se produire et se développer. Les masses liquides transportent les plus grandes espèces connues de mammifères, et peut-être recèlent-elles des mollusques d'une incomparable taille, des crustacés effrayants à contempler, tels que seraient des homards de 100 mètres ou des crabes pesant 200 tonnes. Pourquoi nous ? Autrefois, les animaux terrestres, contemporains des époques géologiques, les quadrupèdes, les quadrumanes, les reptiles, les oiseaux étaient construits sur des gabarits gigantesques. Le Créateur les avait jetés dans un moule colossal que le temps a réduit peu à peu. Pourquoi la mer, dans ses profondeurs ignorées, n'aurait-elle pas gardé ces vastes échantillons de la vie d'un autre âge, elle qui ne se modifie jamais, alors que le noyau terrestre change presque incessamment? Pourquoi ne cacherait-elle pas dans son sein les dernières variétés de ces espèces titanesques, dont les années sont des siècles, et les siècles des millénaires? Mais je me laisse entraîner à des rêveries qu'il ne m'appartient plus d'entretenir. Trêve à ces chimères que le temps a changées pour moi en réalité terrible. Je le répète, l'opinion se fit alors sur la nature du phénomène, et le public admit sans conteste l'existence d'un être prodigieux qui n'avait rien de commun avec les fabuleux serpents de mer. Mais si les uns ne virent là qu'un problème purement scientifique à résoudre, les autres, plus positifs, surtout en Amérique et en Angleterre, furent d'avis de purger l'océan de ce redoutable monstre afin de rassurer les communications transocéaniennes. Les journaux industriels et commerciaux traitèrent la question principalement à ce point de vue. La Shipping and Mercantile Gazette, le Lloyd, le Paquebot
La revue maritime et coloniale, toutes les feuilles dévouées aux compagnies d'assurance qui menaçaient d'élever le taux de leurs primes, fut unanime sur ce point. L'opinion publique s'étant prononcée, les États de l'Union se déclarèrent les premiers. On fit à New York les préparatifs d'une expédition destinée à poursuivre le narwal. Une frégate de grande marche, l'Abraham Lincoln, se mit en mesure de prendre la mer au plus tôt. Les arsenaux furent ouverts au commandant Farragut, qui pressa activement l'armement de sa frégate. Précisément, et ainsi que cela arrive toujours, du moment que l'on se fut décidé à poursuivre le monstre ne reparut plus. Pendant 2 mois, personne n'entendit parler. Aucun navire ne le rencontra. Il semblait que cette licorne eût connaissance des complots qui se tramaient contre elle. On en avait tant causé, et même par le câble transatlantique. Aussi les plaisants prétendaient-ils que cette fine mouche avait arrêté au passage quelques télégrammes dont elle faisait maintenant son profit. Donc, la frégate armée pour une campagne lointaine et pourvue de formidables engins de pêche, on ne savait plus où la diriger. Et l'impatience allait croissant quand, le 2 juillet, on apprit qu'un steamer de la ligne de San Francisco de Californie à Shanghai avait revu l'animal 3 semaines auparavant dans les mers septentrionales du Pacifique. L'émotion causée par cette nouvelle fut extrême. On n'accorda pas 24 heures de répit au commandant Farragut. Ses vivres étaient embarqués, ses soutes regorgeaient de charbon. Pas un homme ne manquait à son rôle d'équipage. Il n'avait qu'à allumer ses fourneaux, à chauffer, à démarrer. On ne lui eût pas pardonné une demi-journée de retard. D'ailleurs, le commandant Farragut ne demandait qu'à partir. 3 heures avant que l'Abraham Lincoln ne quittât le port de Brooklyn, je reçus une lettre libellée en ces termes. Monsieur Aronnax, professeur au Muséum de Paris, 5e avenue Hôtel, New York. Monsieur, si vous voulez vous joindre à l'expédition de l'Abraham Lincoln, le gouvernement de l'Union verra avec plaisir que la France soit représentée par vous dans cette entreprise. Le commandant Farragut tient une cabine à votre disposition. Très cordialement, votre J.B. Hobson, secrétaire de la Marine. Chapitre 3. Comme il plaira à monsieur. 3 secondes avant l'arrivée de la lettre de J.B. Hobson, je ne songeais pas plus à poursuivre la licorne qu'à tenter le passage du Nord-Ouest. 3 secondes après avoir lu la lettre de l'honorable secrétaire de la Marine, je comprenais enfin que ma véritable vocation, l'unique but de ma vie, était de chasser ce monstre inquiétant et d'en purger le monde. Cependant, je revenais d'un pénible voyage, fatigué, avide de repos. Je n'aspirais plus qu'à revoir mon pays, mes amis, mon petit logement du Jardin des Plantes, mes chères et précieuses collections. Mais rien ne put me retenir. J'oubliais tout, fatigue, amis, collections, et j'acceptais sans plus de réflexion l'offre du gouvernement américain. D'ailleurs, pensais-je, tout chemin ramène en Europe et la licorne sera assez aimable pour m'entraîner vers les côtes de France. Ce digne animal se laissera prendre dans les mers d'Europe pour mon agrément personnel et je ne veux pas rapporter moins d'un demi-mètre de sa hallebarde d'ivoire au Muséum d'histoire naturelle. Mais en attendant, il me fallait chercher ce narwal dans le nord de l'océan Pacifique. Ce qui, pour revenir en France, était prendre le chemin des antipodes. « Conseil !» criai-je d'une voix impatiente. Conseil était mon domestique. Un garçon dévoué qui m'accompagnait dans tous mes voyages. Un brave flamand que j'aimais et qui me le rendait bien. Un être flegmatique par nature, régulier par principe, zélé par habitude, s'étonnant peu des surprises de la vie, très adroit de ses mains, apte à tout service et, en dépit de son nom, ne donnant jamais de conseils, même quand on ne lui en demandait pas. À se frotter aux savants de notre petit monde du Jardin des Plantes, Conseil en était venu à savoir quelque chose. J'avais en lui un spécialiste, très ferré sur la classification en histoire naturelle,
parcourant avec une agilité d'acrobate toute l'échelle des embranchements des groupes, des classes, des sous-classes, des ordres, des familles, des genres, des sous-genres, des espèces et des variétés. Mais sa science s'arrêtait là. Classer, c'était sa vie, et il n'en savait pas davantage. Très versé dans la théorie de la classification, peu dans la pratique, il n'eût pas distingué, je crois, un cachalot d'une baleine. Et cependant, quel brave et digne garçon. Conseil, jusqu'ici et depuis 10 ans, m'avait suivi partout où m'entraînait la science. Jamais une réflexion de lui sur la longueur ou la fatigue d'un voyage. Nulle objection à boucler sa valise pour un pays quelconque, Chine ou Congo, si éloigné qu'il fût. Il allait là, comme ici, sans en demander davantage. D'ailleurs, d'une belle santé qui défiait toutes les maladies. Des muscles solides, mais pas de nerfs, pas l'apparence de nerfs au moral, 100 ans. Ce garçon avait 30 ans, et son âge était à celui de son maître comme 15 est à 20. Qu'on m'excuse de dire ainsi que j'avais 40 ans. Seulement, Conseil avait un défaut. Formaliste enragé, il ne me parlait jamais qu'à la 3e personne, au point d'en être agaçant. Conseil! Certainement, j'étais sûr de ce garçon si dévoué. D'ordinaire, je ne lui demandais jamais s'il lui convenait ou non de me suivre dans mes voyages, mais cette fois, il s'agissait d'une expédition qui pouvait indéfiniment se prolonger, d'une entreprise hasardeuse à la poursuite d'un animal capable de couler une frégate comme une coque de noix. Il y avait là matière à réflexion, même pour l'homme le plus impassible du monde. Qu'allait dire, Conseil? Conseil! Monsieur m'appelle? Oui, mon garçon. Prépare-moi, prépare-toi. Nous partons dans 2 heures. Comme il plaira, monsieur. Pas un instant à perdre. Serre dans ma malle tous mes ustensiles de voyage, des habits, des chemises, des chaussettes, sans compter. Mais le plus que tu pourras, et hâte-toi. Et les collections de monsieur? On s'en occupera plus tard. Quoi? Les archéotériums? Les iracotériums? Les oréodons? Les chéropotamus? Et autres carcasses de monsieur? On les gardera à l'hôtel. Et le babyrus vivant de monsieur? On le nourrira pendant notre absence. D'ailleurs, je donnerai l'ordre de nous expédier en France notre ménagerie. Nous ne retournerons donc pas à Paris? Si, certainement, mais en faisant un crochet. Le crochet qui plaira, monsieur. Oh, ce sera peu de choses, un chemin un peu moins direct. Voilà tout, nous prenons passage sur l'Abraham Lincoln. Comme il conviendra, monsieur. Tu sais, mon ami, il s'agit du monstre, du fameux narval. Nous allons en purger les mers. L'auteur d'un ouvrage in quarto en 2 volumes sur les mystères des grands fonds sous-marins ne peut se dispenser de s'embarquer avec le commandant Farragut. Mission glorieuse, mais dangereuse aussi. On ne sait pas où l'on va. Ces bêtes-là peuvent être très capricieuses. Mais nous irons quand même. Nous avons un commandant qui n'a pas froid aux yeux. Comme fera monsieur, je ferai. Et songe-y bien, car je ne veux rien te cacher. C'est l'un de ces voyages dont on ne revient pas toujours. Comme il plaira, monsieur. Un quart d'heure après, nos malles étaient prêtes. Conseil avait fait en un tour de main, et j'étais sûr que rien ne manquait, car ce garçon classait les chemises et les habits aussi bien que les oiseaux ou les mammifères. L'ascenseur de l'hôtel nous déposa au grand vestibule de l'entresol. Je descendis les quelques marches qui conduisaient au rez-de-chaussée. Je réglai ma note à ce vaste comptoir, toujours assiégé par une foule considérable. Je donnai l'ordre d'expédier pour Paris mes ballots d'animaux empaillés et de plantes desséchées. Je fis ouvrir un crédit suffisant au Babiroussa et, conseil me suivant, je sautai dans une voiture. Nos bagages furent immédiatement transbordés sur le pont de la frégate. Je me précipitai à bord. Je demandai le commandant Farragut. Un des matelots me conduisit sur la dunette où je me trouvai en présence d'un officier de bonne mine qui me tendit la main. « Monsieur Pierre Aronnax ?» Lui-même, le commandant Farragut. Soyez le bienvenu, monsieur le professeur. Votre cabine vous attend. Je saluai, et laissant le commandant aux soins de son appareillage, je me fis conduire à la cabine qui m'était destinée. L'Abraham Lincoln avait été parfaitement choisi et aménagé pour sa destination nouvelle. C'était une frégate de grande marche,
muni d'appareils surchauffeurs qui permettaient de porter à 7 atmosphères la tension de sa vapeur. Sous cette pression, l'Abraham Lincoln atteignait une vitesse moyenne de 18 003 dixièmes à l'heure. Vitesse considérable, mais cependant insuffisante pour lutter avec le gigantesque cétacé. Les aménagements intérieurs de la frégate répondaient à ses qualités nautiques. Je fus très satisfait de ma cabine, située à l'arrière, qui s'ouvrait sur le carré des officiers. Nous serons bien ici. Aussi bien, n'en déplaise à monsieur, qu'un Bernard l'ermite dans la coquille d'un buxin. Je laissai Conseil arrimer convenablement nos malles et je remontais sur le pont afin de suivre les préparatifs de l'appareillage. À ce moment, le commandant Farragut faisait larguer les dernières amarres qui retenaient l'Abraham Lincoln au quai de Brooklyn. Ainsi donc, un quart d'heure de retard, moins même, et la frégate partait sans moi, et je manquais cette expédition extraordinaire, surnaturelle, invraisemblable, dont le récit véridique pourra bien trouver cependant quelques incrédules. Mais le commandant Farragut ne voulait perdre ni un jour, ni une heure pour allier les mers dans lesquelles l'animal venait d'être signalé. Il fit venir son ingénieur. Sommes-nous en pression? Oui, monsieur. Go ahead. À cet ordre, qui fut transmis à la machine au moyen d'appareils à air comprimé, les mécaniciens firent agir la roue de la mise en train. La vapeur siffla en se précipitant dans les tiroirs entr'ouverts. Les longs pistons horizontaux gémirent et poussèrent les bielles de l'arbre. Les branches de l'hélice battirent les flots avec une rapidité croissante et l'Abraham Lincoln s'avança majestueusement au milieu d'une centaine de ferryboats et de tenders chargés de spectateurs qui lui faisaient cortège. Les quais de Brooklyn et toute la partie de New York qui borde la rivière de l'Est étaient couverts de curieux. 3 hurrahs, partis de 500 000 poitrines, éclatèrent successivement. Des milliers de mouchoirs s'agitèrent au-dessus de la masse compacte et saluèrent l'Abraham Lincoln jusqu'à son arrivée dans les eaux de l'Hudson, à la pointe de cette presqu'île allongée qui forme la ville de New York. Alors, la frégate, suivant du côté de New Jersey l'admirable rive droite du fleuve, toute chargée de villas, passa entre les forts qui la saluèrent de leurs plus gros canons. L'Abraham Lincoln répondit en amenant et en hissant 3 fois le pavillon américain, dont les 39 étoiles resplendissaient à sa corne d'artimon, puis, modifiant sa marche pour prendre le chenal balisé qui s'arrondit dans la baie intérieure formée par la pointe de Sandy Hook, il rasa cette langue sablonneuse où quelques milliers de spectateurs l'acclamèrent encore une fois. Le cortège des boats et des tenders suivait toujours la frégate, et il ne la quitta qu'à la hauteur du lightboat, dont les 2 feux marquent l'entrée des passes de New York. 3 heures sonnaient alors, le pilote descendit dans son canot et rejoignit la petite goélette qui l'attendait sous le vent. Les feux furent poussés, l'hélice battit plus rapidement les flots, la frégate longea la côte jaune et basse de Long Island et, à 8 heures du soir, après avoir perdu dans le nord-ouest les feux de Fire Island, elle courut à toute vapeur sur les sombres eaux de l'Atlantique.